Bonsoir et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'informations locales sur TV78. Nous sommes le lundi 10 janvier, voici les titres. Raphaël Cognet démissionne, le maire de Mantes-la-Jolie a fait connaître sa décision vendredi soir au préfet des Yvelines. Ultime épisode du conflit qui l'oppose au président du conseil départemental et élu municipal Pierre Bédier. De nouvelles élections vont se tenir prochainement, le détail et les réactions à suivre. Le retour d'un équipement pour le Sud-Yvelines, le centre aquatique Les Fontaines a rouvert samedi à Rambouillet. Cela faisait 5 ans que le site était fermé pour travaux. Sur place désormais 3 bassins dont vont pouvoir profiter les habitants des 36 communes de Rambouillet territoire. Et puis c'est encore la période, vous le voyez, pour se séparer de son sapin. Après les fêtes à Maisons-Laffitte, la municipalité procède à une collecte écologique en calèche, un dispositif que la Cité du Cheval a mis en place depuis 2018. Dans cette édition également, le mal-être actuel des soignants de l'hôpital Mignot du Chesnay-Rocancourt. Une mobilisation silencieuse s'est tenue vendredi dernier, elle va se poursuivre. On en parle tout à l'heure avec mon invité. Après plusieurs semaines de tension, le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet, a donc remis sa démission au préfet des Yvelines. De nouvelles élections auront lieu d'ici à 3 mois. Explication dans ce sujet de Mathilde Franco. Après plusieurs mois d'affrontements avec le président du département des Yvelines, la coupe est pleine pour Raphaël Cognet. Le maire de Mantes-la-Jolie a remis sa démission au préfet des Yvelines, qu'il a accepté samedi 8 janvier. Mon sentiment, c'est un double sentiment. Le premier, c'est de la tristesse, parce qu'on quitte pas ses fonctions de maire sans tristesse. C'est une fonction qui est absolument passionnante et qui nous met au contact des gens. Et puis en même temps, un très grand soulagement, parce que la situation politique depuis le 18 septembre et la guerre déclenchée par Pierre Bédier était devenue impossible à Mantes-la-Jolie. Beaucoup de mes amis ont souhaité démissionner parce qu'ils ne supportaient plus le blocage auquel nous étions confrontés. Effectivement, face à cette situation, de nombreux élus ont décidé de démissionner. Le conseil municipal n'étant pas suffisamment complet pour réélire un nouveau maire. Les élections seront donc organisées d'ici à 3 mois. Les Mantais devront alors retrouver les urnes pour élire leur nouveau maire. Parmi les potentiels candidats, Jean-Luc Santini, ancien adjoint à l'urbanisme et soutien infaillible de Pierre Bédier. Effectivement, dès que nous aurons la date précise des élections et qu'on pourra déposer les listes, je déposerai bien une liste en tant que tête de liste avec au minimum les 30 élus qui me suivent sur la liste actuelle et qui sont des élus sortants. Pour moi, Raphaël était le maire pour les 20 ans à venir. On se rend compte aujourd'hui, au bout de plusieurs mois, que ça ne fonctionne pas, qu'il n'est pas, c'est pas un homme d'action. Il est charmant, gentil. Il parle probablement bien mieux que moi. Ça, c'est évident. Par contre, c'est pas un homme d'action. Il ne prend pas de décision. Mais la guerre est loin d'être finie, puisque Jean-Luc Santini sera certainement confronté à l'ancien maire de Mantes-la-Jolie qui n'a pas dit son dernier mot et souhaite se relancer dans la bataille des municipales. Les gens, vous savez, ils me disent quelque chose de très simple. Ils me disent, monsieur le maire, on a voté pour vous. Seuls nous avons le pouvoir de vous faire partir. Et le fait que les choses se passent de cette façon a été vécu comme une blessure pour moi, mais aussi par la population qui, à juste titre, parle d'un scandale démocratique. Ce matin, j'ai reçu 5 messages de gens me disant « Monsieur le maire, j'ai vu votre vidéo, je veux venir sur votre liste ». Donc, je vous dis, le calendrier sera très important, mais moi, clairement, j'aurais pas de mal à boucler une liste et je pense que je pourrais même en faire 2 ou 3. D'autres listes vont probablement saisir cette opportunité. Le Parti communiste de Mantes, mené par Marc Jamet, propose déjà une liste de rassemblement à gauche autour de 3 axes, la solidarité, le retour du social et le développement des services publics. Et c'est automatique, Raphaël Cognet n'est également plus le président de Grand Paris Seine-et-Oise, la communauté urbaine. C'est la première vice-présidente Cécile Zamit-Popescu, également maire de Meulan-en-Yvelines, qui va assurer l'intérim à la tête de GPSCO, et ce jusqu'à la date du 20 janvier où va se tenir un nouveau conseil communautaire qui servira à élire le nouveau président de la communauté urbaine. Toujours à Mantes-la-Jolie, ce drame qui s'est noué samedi après-midi, après 13h, dans le quartier du Val-Fouré. Une fillette de 3 ans a chuté du 2e étage d'un immeuble de la rue Clément-Ader. Seule au moment des faits, elle aurait ouvert la fenêtre de l'appartement avant de basculer par-dessus le balcon. L'enfant a été conduit dans un état grave à l'hôpital Necker à Paris. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais son état de santé restait préoccupant ce week-end. Une enquête est ouverte sur les circonstances de cette chute. Le parent chargé de la surveillance de la fillette se serait absenté vraisemblablement pour aller chercher un autre enfant.
Alors que les chiffres du Covid-19 continuent leur hausse inquiétante et que dans le même temps, le nombre de nouvelles hospitalisations quotidiennes augmente aussi, les soignants de l'hôpital public tirent la sonnette d'alarme et des mobilisations se tiennent partout en France assez régulièrement. Au centre hospitalier de Versailles, l'hôpital André Mignot du Chénéreau-Cancourt, une partie des soignants s'est par exemple réunie vendredi et on en parle avec mon invité, le docteur Catherine Hazenman. Bonsoir. Bonsoir. Qui est avec moi par visioconférence. Vous êtes pédiatre au centre hospitalier de Versailles. Avant de parler du mal-être, de vos revendications sur la forme, vous avez observé 1 minute de silence donc vendredi à 14h et vous prévoyez de le refaire chaque vendredi à la même heure. Pourquoi justement vous faire entendre par le silence? Pourquoi le choix de cette action? Bien parce qu'il y a eu beaucoup d'actions dans le bruit, avec beaucoup de casseroles, beaucoup de choses qui ont essayé de mobiliser les esprits et de faire entendre à nos gouvernants que l'hôpital n'allait pas bien, que nous étions inquiets, que les soignants étaient fatigués. Et il n'y a pas eu de réponse sur le terrain au quotidien. Nous n'avons pas vu d'amélioration de notre qualité de travail et de la prise en charge des patients. Donc on a décidé, c'est un mouvement national de mobilisation qui a été initié à Strasbourg avant les fêtes et qui regroupe beaucoup d'hôpitaux, de plus en plus. Je crois que nous sommes à peu près une trentaine de centres hospitaliers à faire cette action. Donc maintenant, ça sera tous les vendredis à 14h, 1 minute de silence devant l'hôpital Mignot. Donc tous les hôpitaux de France, de Lille à Bordeaux, à Rennes, à Caen, à Strasbourg, bien sûr, Colmar, Marseille, etc. En espérant que cette minute de silence fasse plus de bruit que tout le bruit qu'on a pu faire depuis pour signaler le malaise de l'hôpital public. Donc, il y a une minute de silence pour se faire entendre. Il y a un vrai malaise, vous le dites aujourd'hui, une saturation des services, un personnel, vous le disiez aussi, fatigué aujourd'hui. Un personnel fatigué, un personnel là, un personnel plus tellement en révolte, un personnel qui va mal et parce que le travail est de plus en plus difficile. On a l'impression de mal faire, on a l'impression moi par exemple je m'occupe de maladies chroniques de diabète de l'enfant, j'ai mon travail de diabétologue, je prends en charge des enfants et si quelqu'un est absent aux urgences, je dois aller le remplacer en plus de mon travail et j'ai l'impression de ne pas bien faire ni l'un ni l'autre. Et pour mes collègues, c'est la même chose. Tous les jours, nos cadres gèrent des arrêts maladie, des gens à la fois qui ont le Covid, bien sûr, actuellement, et puis des personnels qui en ont assez de mal faire, qui veulent partir et qui quittent l'hôpital pour aller soit ailleurs, soit changer complètement de vie. Donc, pas de personnel, ça veut dire des lits fermés. Des lits fermés, ça veut dire pour les urgences, pas de lit d'aval, c'est-à-dire une grosse saturation des services d'urgence. Et donc, une dynamique qui est vraiment une spirale infernale vers le bas. Voilà. Une dynamique qui se répercute sur l'ensemble des services. Vous parliez des urgences. Aujourd'hui, il y a une saturation de l'ensemble des services à l'hôpital. Tout à fait. Bon, le mal est surtout visible aux urgences, où tous les gens arrivent parce que le service des urgences est le service où on peut se faire soigner 24 heures sur 24, où les plateformes on peut faire une radio, un bilan biologique 24 heures sur 24. En ville, il n'y a plus cette possibilité et même maintenant les gens qui ont le Covid peuvent être amenés à venir à l'hôpital pour faire un test pour prendre l'avion, ce qui n'est absolument pas le rôle de l'hôpital. Je pense que l'hôpital public tenait sur les bonnes volontés de ses personnels. On a beaucoup travaillé pendant ces années Covid, on a été fatigués, on a travaillé parfois 15 jours de suite, voire maintenant parfois on travaille 3 semaines de suite sans s'arrêter et on a beaucoup donné et je pense que les personnels sont fatigués. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la bonne prise en charge des patients, la plus optimale possible, ne peut être assurée, vous le disiez, au vu de ces conditions? C'est-à-dire, par exemple, en pédiatrie, en prenant mon domaine de travail, quand des lits sont fermés, on ne peut pas hospitaliser les enfants. C'est une évidence. Donc, en fait, des enfants qui, normalement, devraient être hospitalisés parce qu'ils ont une crise d'asthme sévère, parce qu'on voudrait les surveiller, parce qu'ils ont 15 jours, 1 mois et demi, ils ont beaucoup de fièvre, on ne peut pas les hospitaliser, donc on peut les transférer dans d'autres hôpitaux, à Dreux, à Évreux. On fait des transferts très très loin parce qu'il y a des lits fermés, faute de personnel. Ça, c'est inadmissible. En 2022, en France, c'est inadmissible. Cette situation, elle existait déjà avant cette crise sanitaire. Elle s'est aggravée avec la situation sanitaire? Oui, bien sûr, elle s'est aggravée avec la situation parce que les personnels ont quitté l'hôpital. L'hôpital n'est plus attractif. L'hôpital n'est plus attractif, non pas qu'il ne travaille pas bien. Je pense que nous faisons un très, très bon travail à l'hôpital Mignot. En particulier, j'y suis. Mais on a l'impression qu'on ne peut pas travailler en prenant notre temps, en expliquant. Moi, m'occupant de maladies chroniques, par exemple, le diabète n'est pas bien, entre guillemets, payé. Il ne rapporte pas d'argent à l'hôpital. Donc, il faut prendre du temps pour expliquer à une maman ou un papa d'un bébé de 18 mois qu'est-ce que c'est que le diabète, les piqûres,
Donc ça prend du temps et c'est pas du tout valorisé à l'hôpital public. Et l'argent étant le nerf de la guerre, on se retrouve confronté à des problèmes de personnel. Les conséquences, oui, c'est la dégradation des conditions de travail, des conséquences également sur le personnel soignant qui est fatigué et qui est même amené, vous le disiez, à partir soit vers le privé, soit même à changer de voie professionnelle. Et dans le même temps, c'est ce que vous avanciez à l'instant, c'est difficile de recruter aussi dans ce secteur. Il y a peu de gens sont appelés à cette carrière aujourd'hui. Tout à fait. Il n'y a pas de CV, c'est-à-dire que je pense que nos cadres ne reçoivent pas de CV pour recruter du personnel. Nous, en tant que médecins, on le voit, il peut y avoir des grossesses ou des arrêts maladie et on ne peut pas recruter des médecins comme ça d'un jour à l'autre. On le sait, il faut 10 ans pour faire un médecin, même plus. Et on n'a pas pensé, le numerus clausus, c'était une grosse erreur des gouvernements précédents. Ça n'est pas la faute du gouvernement actuel et ce n'est pas le propos. Mais on va recruter ailleurs alors que nos propres enfants ne pourront pas faire médecine avec un numerus clausus très, très, très sévère. Et il va falloir du temps pour recruter et faire que le personnel soit suffisamment abondant, on va dire, par rapport à ce qu'on voudrait faire comme bon travail. Le Ségur de la santé qui a été avancé par le gouvernement pour répondre justement à cette urgence dans le monde de la santé qui prévoit des hausses de salaire pour les soignants, des enveloppes aussi attribuées aux hôpitaux. On parle de 75 millions d'euros pour l'hôpital Mignot du Chénéro-Cancourt. Ça n'a pas amélioré la situation, du moins pas encore peut-être ? Voilà, je pense que c'est une question de temps. Par exemple, pour ouvrir des lits pour la pédopsychiatrie, on a énormément de jeunes adolescents hospitalisés avec des grosses détresses liées au Covid sûrement, par la détresse de nos jeunes. Beaucoup d'enfants qui se retrouvent 3-4 jours dans des lits aux urgences en attendant une place. Ça, il est évident, pour construire des structures de soins pour la pédopsychiatrie, ça ne sera pas en 2022, en 2023, en 2024. Ça, c'est vraiment une politique au long terme. L'augmentation des salaires n'a pas suffi et ne suffira pas. Je pense qu'en proposant 180 € par mois en plus, nos collègues ne se sentent pas valorisés par rapport à tout le travail qu'ils font sans compter leurs heures. Donc c'est une politique plus globale et peut-être que les Français ont leur mot à dire dessus. Peut-être qu'il faudrait un grand référendum de la santé, que les gens prennent conscience de l'importance de l'hôpital. C'est le pilier de la santé, l'hôpital. C'est-à-dire que si l'hôpital s'effondre, les gens ne pourront pas se faire soigner. Une dernière question, est-ce que vous avez pu rencontrer votre direction ? Est-ce qu'une rencontre est prévue dans les prochains jours avec votre direction ? Alors, les rencontres ont lieu tout le temps. Là, la mobilisation de vendredi, elle est indépendante de tout collectif ou syndicat. Elle est complètement apolitique. Notre direction écoute, mais notre direction n'a pas tous les moyens de recruter des infirmières. Évidemment, on aimerait mieux qu'il y ait plus d'infirmières sur un secteur de soins. Bien sûr, quand vous avez 4 infirmières pour je sais pas, 30 ou 40 malades, c'est pas suffisant. Ça, c'est pas le propos seulement de la direction. Je pense que c'est une politique générale d'augmentation de recrutement dans les services pour bien travailler, mieux travailler et continuer à prendre en charge les Français de manière adéquate. Merci, docteur Catherine Azenman, d'avoir été avec nous dans ce journal. Merci à vous de Je nous rappelle, avoir laissé la parole. pédiatre au centre hospitalier de Versailles. Dans l'actualité également, la manifestation des anti-vaccins, appelés plus communément les anti-vax, ce samedi à Versailles. Ils étaient environ 300 réunis devant l'hôtel de ville. Une mobilisation en plein travail parlementaire sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Adopté par les députés, le projet de loi a été étudié ce lundi par les sénateurs. Et également quelques jours après les propos d'Emmanuel Macron qui a dit dans une interview vouloir, je cite, « emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés ». La loi sur le pass vaccinal qui suscite en ce moment beaucoup de tensions après l'adoption à l'Assemblée nationale. La députée de la 5e circonscription des Yvelines, Yaël Braun-Pivet, a révélé avoir été victime de menaces de mort. Elle a reçu à sa permanence du Vésinet un courrier manuscrit d'une rare violence qu'elle a relayé sur Twitter. C'est également via le réseau social que le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, lui a apporté son soutien. Un signalement qui se rajoute à une centaine de faits de violence ou de menaces déjà recensés à l'encontre des élus de l'Assemblée nationale. Plusieurs enquêtes sont ouvertes et sont en cours. C'était très attendu dans le sud Yvelines. Le centre aquatique de Rambouillet a rouvert samedi dernier. Après 5 années de travaux, l'espace s'est largement agrandi et de nombreux équipements ont été ajoutés. Margot Gesio et Bichente Mayen Santisteban. Le centre aquatique de Rambouillet a enfin rouvert ses portes samedi dernier. Après 5 ans de rénovation, l'espace est désormais plus grand et mieux équipé.
On a doublé les espaces, on a construit un bassin de 50 mètres avec une vraie modularité et on a refait tous les bassins existants, les bassins d'apprentissage, le bassin de 25 mètres avec un fond mobile. C'est une vraie renaissance du centre aquatique. Les Yvelinois attendaient avec impatience cette réouverture et ils ne sont pas déçus. C'est magique, c'est un vrai bonheur. On a attendu ça depuis très longtemps, donc on est vraiment très contents. Les travaux ont pris un peu plus de temps que prévu, donc oui, on l'attendait et ça fait vraiment plaisir de l'avoir ouvert. Ces espaces permettront aussi d'accueillir les sportifs. On est Terre de Jeux 2024, on a été labellisé, donc on est dans les rangs pour pouvoir accueillir l'entraînement et des équipes d'échelle internationale qui viendront pour les JO 2024 ici sur Rambouillet. On est prêt à les accueillir. Les bassins extérieurs sont encore en travaux. Ils seront inaugurés en juin prochain. Une bonne nouvelle pour la saison estivale. Mickaël Elmidoro, journaliste sport de la rédaction de TV78, m'a rejoint en plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Avec vous, on fait un petit tour d'horizon des résultats sportifs du week-end dans le département du football pour commencer avec la Coupe des Yvelines. On jouait ce week-end les huitièmes de finale de la Coupe des Yvelines dans le match qui opposait Plaisir à Rosny-sur-Seine. Ce sont les Plaisirois qui ont réussi à se qualifier pour le prochain tour. Victoire 4-1 après avoir été mené 1-0. On écoute le capitaine de l'équipe. On avait à cœur de commencer bien 2022. On savait qu'en coupe, c'était notre domaine de prédilection parce qu'on a fait un grand parcours en Coupe de France. On s'est fait éliminer par une N3 au pénalty. Et donc là, huitième de finale, il fallait qu'on remporte ce match. On savait que c'était un match éliminatoire butoir. Donc on a fait un match assez prolifique en but, avec 4 buts à notre actif. Et dans les autres rencontres, que s'est-il passé ? Alors on l'a vu, Plaisir s'est imposé 4-1 à domicile contre Rosny-sur-Seine. Dans les autres rencontres, Château s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Houille. Même score pour Vilaine-Orgeval sur le terrain de Chambourcy. Voisin écrase Bailly-Noisy sur le score de 6-2. Conflans s'impose 1-0 face à Rambouillet. Enfin, les Mureaux s'imposent dans le derby 1-0 face à l'équipe 3 du FC Mantois. Match spectaculaire entre Marly-le-Roi et Ardricourt, 3-2 pour les Marlychois. Le match entre Trappes et Gargenville a quant à lui été reporté. On le voyait sur cette animation, voilà, on peut le voir avec la thématique qui cachait effectivement, vous en parliez Mickaël, le match entre Trappes, la réserve de Trappes et Gargenville, qui a été donc reporté. Du volleyball à présent. Alors toujours en coupe, mais cette fois-ci en Coupe de France de volley. Ce samedi 8 janvier, le club de Conflans-Drézy joue et recevait Mende qui évolue en Ligue B, une division plus haut que les Yvelinois. Et la hiérarchie, je vais y arriver, a été respectée. Les joueurs du département se sont inclinés lors de ce deuxième tour de la compétition, le score 3-7-1. Le CAJ Volleyball va maintenant se reconcentrer sur le championnat élite. Le club est pour l'instant à la 3e place après 9 journées. En rugby, dans le championnat de Fédéral 2, le match entre Plaisir et Gennevilliers a finalement été reporté au dimanche 13 février à cause de plusieurs cas de Covid-19 dans les effectifs. Les Plaisirois restent donc à la 8e place du classement après 11 journées disputées. La course automobile et cette compétition légendaire qui se tient en ce moment. Légendaire, c'est bien le mot. L'Yvelinois Jean-Pierre Garcin participe actuellement au Dakar 2022. Il est le copilote de Lionel Beau chez PH Sport à bord d'une Peugeot 3008. Ils sont pour l'instant 50e du classement général, mais la compétition n'est pas terminée. L'homme qui totalise 23 participations au Paris-Dakar veut terminer la course dans le top 50. On lui souhaite bon courage pour la suite de l'épreuve. Le Dakar se terminera ce vendredi 14 janvier. Merci Mickaël Elmidoro, que vous retrouvez bien sûr ce soir aux manettes du 7-8 Sport pour tout savoir de l'actualité sportive dans le département des Yvelines. Première diffusion bien sûr ce lundi soir en direct à partir de 18h30. Et en parlant de sport, l'événement se tiendra du 12 au 16 octobre prochain. Pour la deuxième fois de sa jeune histoire, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueille les championnats du monde de cyclisme sur piste. Et la billetterie pour ces mondiaux vient d'ouvrir. Les places à la journée vont de 16 à 50 € selon le secteur. Un pass pour les 5 jours de compétition existe également, compté entre 80 et 195 €. Les infos sur le lien qui s'affiche en 2015 pour rappel. Le rendez-vous s'était tenu à guichet fermé. 25 000 spectateurs au total sur les 5 jours de rendez-vous avaient pu assister aux 7 médailles d'or, aux 7 médailles dont 5 en or. Il y avait eu 5 médailles en or de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Dans la cité du cheval, les sapins se ramassent en calèche. Il y a 6 ans, Maison Lafitte a fait le choix d'opter pour ce procédé. Et les habitants y adhèrent puisque des centaines de sapins sont collectés chaque jour pendant une semaine. Le reportage de Mélanie Poquet. L'attelage se prépare doucement. Ce lundi 10 janvier, les 4 boulonnais et les 2 percherons sont à nouveau sur le pont. Depuis le vendredi 7 janvier, les équipages ramassent les sapins de Noël.
On les choisit pour leurs aptitudes, déjà physiques, puisque ce sont des chevaux qui sont un petit peu plus costauds, ce sont des chevaux de trait donc, qui sont un petit peu plus costauds que la moyenne, pour tirer des charges relativement lourdes quand même, avec les sapins. Nous sommes équipés avec des remorques et tout cela, et puis surtout pour leur capacité mentale, qui sont des animaux froids, très très bien dans leur tête, et qui sont des vrais compagnons et des collègues de travail de tous les jours. 3 attelages se répartissent les différentes rues de la ville selon les secteurs. C'est la 6e année consécutive que la mairie fait le choix de ce type de ramassage. On faisait d'une pierre deux coups, parce que d'une part, on collecte avec les chevaux, d'autre part, après avoir broyé les sapins, on utilise le broyat dans les espaces verts de la ville. Ce que l'on a constaté, c'est une augmentation d'année après année, où les gens se sont faits à ce procédé, et ils apprécient énormément. Les attelages travaillent environ 5 heures par jour. En 1 heure, cet équipage composé de 3 cochers et de 2 chevaux ont déjà récupéré près d'une centaine de sapins et ne laisse pas les habitants insensibles. Je trouve ça bien d'une part parce que les gens ne jettent pas leurs sapins n'importe où. Je trouve ça très bien que ce soit organisé. Je pense que c'est une très bonne idée, c'est écologique. Voilà, j'espère que c'est pas trop lourd pour les chevaux, c'est tout. À Maison Lafitte, le ramassage continue jusqu'au 11 janvier. L'an dernier, les équipes avaient récupéré 2700 arbres. La collecte devrait être du même niveau en 2022. Culture, pour refermer ce journal, à la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines à Elancourt, le photographe Nicolas Henry s'expose jusqu'au 6 mars et des portraits récits à l'esthétique proche de la peinture, mais aussi des mises en scène théâtrales. Célia Gatsongo et Bichente Maria Santisteban. Des draps qui bougent, des chaînes qui symbolisent la justice et 3 marins qui portent secours à un naufragé. C'est la scénarisation choisie par le photographe Nicolas Henry pour évoquer le drame des migrants en Méditerranée, un cliché réalisé sur l'île de Gorée au Sénégal. C'est une photographie qui est fictionnelle mais figurative, et un peu à la manière d'un peintre. En fait, j'ai posé une sorte de chevalet et à l'intérieur, je vais construire toute l'image. Une œuvre à découvrir jusqu'au 6 mars à la commanderie des Templiers à Elancourt dans le cadre de l'exposition Cabane imaginaire et Esprit de la nature. 15 ans de voyage à travers le monde présenté au public avec une démarche similaire lors de chacune de ces rencontres, évoquer l'intime et le mettre en scène en utilisant la matière première présente sur place. Le moment de la photographie, c'est un moment qui est très important pour moi parce que c'est un moment de représentation comme une représentation théâtrale qui va nous raconter le monde. L'exposition se poursuit également en extérieur et dans le cœur de la chapelle de la commanderie. Ici se dévoilent une nouvelle fois des clichés qui pourraient rivaliser avec des toiles signées des maîtres de la Renaissance. La manière dont on a placé ces photographies contemporaines mais qui sont présentées comme des peintures anciennes, en fait ça s'intègre et ça crée vraiment un projet scénographique, je pense, qui est entier. Homme de théâtre, Nicolas Henry a aussi réalisé des films d'animation en lien avec l'écologie. Cause qui lui tient à cœur, il fait lui-même ses cadres photos avec des encombrants et utilise du bois de récupération. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.